Bienvenue à tous dans ce Talk Afrique consacré à la question de la diversité ethnique et la promotion de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yobo Nampé Clotaire, chef du village adjoint d'Abobo Baoulé. Merci d'être avec nous, honorable. Merci. Avec nous également sur ce plateau Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, spécialiste des peuples à Caen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec joie. Merci. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Ange Morel Tizier. Brassage culturel et construction de l'harmonie sociale est le thème donné à la 6e édition du Festi-Agni. Ce festival socio-culturel se veut être un cadre parfait pour établir le pont entre la culture Agni et les autres cultures en Côte d'Ivoire. Quand deux peuples déjà se rapprochent, il y a un certain nombre d'alliances avec les autres peuples. Tous les autres peuples aussi vont se rallier. Et ça va consolider toute la solidarité, toute l'unité nationale. Pour les organisateurs, ce qui est essentiel après la parenthèse douloureuse qu'a connue les Ivoiriens, c'est comment renforcer la cohésion sociale et œuvrer à la consolidation de la paix par la contribution de tous les citoyens en vue d'un développement durable et accru. Cela ne peut s'obtenir que par la culture. Si nous entendions entre nous, Ivoiriens, si nous avions tiré les richesses de la diversité culturelle qui était la nôtre, on ne serait pas allé plus loin. Et puis d'ailleurs, notre bataille en interne, nous ne sommes pas allés plus loin. Parce que dans chaque famille, vous retrouverez quelqu'un qui est marié quelque part. C'est la réalité de la Côte d'Ivoire. C'est la réalité. Et c'est ça qui fait la beauté de ce pays. Le patrimoine culturel ivoirien est riche et varié. Cette diversité, la Côte d'Ivoire la doit à la multiplicité des peuples qui cohabitent sur son sol. Ce brassage culturel est soutenu par des systèmes d'alliance qui consolident l'amour et la tolérance entre les ethnies. Développer la culture dans vos régions, vous trouverez plus vite la paix s'il y a des antécédents. Et s'il y a des antécédents, il n'y a qu'à par ce brassage culturel, ce mariage d'amour, cette effectivité de la présence de chacun d'entre nous, quelle que soit son ethnie, de danser, de vivre une ambiance et de vivre une ambiance sereine. Ce brassage culturel peut permettre d'apaiser les tensions. D'apaiser les tensions parce que c'est vrai qu'on a 60 ethnies, mais on forme un. Les populations ont pu découvrir les richesses culturelles des peuples, retourner aux sources et puiser dans les différents terroirs du pays pour connaître les liens susceptibles de faire avancer la Côte d'Ivoire et de faire de la soixantaine d'ethnies qu'elle dispose un atout pour la cohésion sociale. Alors, on vient de le voir, un festival Agni qui parle de brassage culturel entre les peuples ivoiriens. Alors, quel est l'état des lieux de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire 7 ans après la crise post-électorale qu'a traversé le pays? Honorable. Sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas vous dire le tout, mais pour ce que je sais concernant Abobo Baoulé où je vis, avec toute une panoplie de peuples, ce brassage, cette réalité de cohésion sociale ne peut pas être occultée. Vous avez à Abobo Baoulé pratiquement toute la Côte d'Ivoire qui s'y retrouve. Vous avez des gens qui viennent du nord, des gens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, d'un peu partout, et même ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui vivent à Abobo Baoulé. Là, Abobo Baoulé lui-même ne compte que peut-être 5000 âmes, mais dans le recensement qui a été fait dernièrement, nous nous retrouvons à 20 000. Les autres 15 000, c'est bien la Côte d'Ivoire qui se retrouve là. Et c'est une réalité. D'ailleurs, cela nous a été très bénéfique pendant la crise. Ça nous a été très bénéfique pendant la crise, en ce sens que malgré tous les bruits, tout ce qui se passait, les rumeurs qu'il faut ajouter, qu'Abobo Baoulé serait attaqué, Abobo Baoulé n'a pas connu cela, en ce sens que ceux qui habitent à Abobo Baoulé savaient l'enjeu et se sont démarqués de cette situation. Il faut se dire que le village, dans sa position actuelle, a accueilli des frères qui viennent du Nord. Aujourd'hui, si l'on ne vous dit pas qu'ils sont du Nord, vous ne saurez pas. Ils sont intégrés, véritablement intégrés. Ils participent à tout au village. Et c'est, je dirais, les mauvaises langues qui vous diront celui-ci vient de telle région. Mais trouver quelqu'un à Abobo Baoulé,
voit la personne vivre à Bobaoulé, vous ne vous rendez pas compte, vous penserez que c'est un seul peuple. Vous trouverez des Atiers, des Agnis, des Baoulés, des Abés, un brassage culturel qui a bien réussi à Bobaoulé. Évidemment. Alors, professeur, hein, quel bilan faites-vous 7 ans après la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire au niveau de la cohésion sociale? Moi, je pense que pour poser le problème de la cohésion, il faut savoir que cette cohésion, d'abord, prend sa source dans l'histoire. Maintenant, si on veut en faire un bilan actuel après 7 ans, je pense que ce bilan ne sera pas complet parce qu'il faut que les gens sachent que nos ancêtres-là, ils ont d'abord tissé des liens lointains. Vous voyez? Si vous prenez par exemple le peuple Oué, mais il y a des familles qui sont d'origine malinké qui sont devenues Oué dans la région de Sémian. Les Oué de Sémian, beaucoup ont leurs ancêtres qui sont malinqués. Si vous prenez les Arnaud, qui sont à Caen, mais il y a la famille qu'on appelle les Nafanafoué, qui sont d'origine Sénoufo. Il faut que les gens sachent ces choses-là. Quand tu as en face de toi quelqu'un, quand tu sais qu'en fait, anciennement, vous avez les mêmes ancêtres, mais aujourd'hui, peut-être vous faites partie de deux ethnies apparemment différentes, ton comportement alors sera différent. Vous voyez? Donc moi, je pense que en faisant connaître l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire, on pourra mieux entrer dans cette cohésion que nous recherchons. En fait, qui est avant tout politique. Ce ne sont pas les populations qui ont un problème. Les populations vivent ensemble. Elles ont toujours vécu ensemble. Vous voyez? Il y a même un proverbe chez les Nzema, notamment qu'on trouve à Bassam et dans la région de Tiaboum, qui dit quand quelqu'un, un étranger, a vécu longtemps dans une localité, il n'est plus étranger, on l'appelle Kromeni. Vous voyez? Parce que l'étranger, on l'appelle Evlé. Mais une fois qu'il a duré dans le village, on l'appelle Kromeni. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme du village. Évidemment. Donc ça, c'est des choses que nos populations savent. Mais je pense que le problème, ce sont les leaders politiques. Si eux, la cohésion se fait entre eux, mais cette cohésion-là est déjà latente au sein des populations. Alors, professeur, hein, la Côte d'Ivoire continue d'abriter des foyers de tension. Qu'est-ce qui explique les récents événements dans l'ouest du pays, notamment à Zonounia et Djokwe? Ce sont des problèmes de terre. C'est la gestion de la terre. C'est ça qui fait problème. C'est vrai, je sais qu'il y a eu une loi qui a été prise sur la question de la terre, mais je pense qu'il faut remettre tout ça sur la table. Je pense que d'abord, il faut que l'État de Côte d'Ivoire dise clairement que celui qui n'est pas un national, il peut avoir l'usufruit de la terre, mais pas en être propriétaire. Peut-être il peut en bénéficier si c'est un bail amphithéotique, peut-être de 99 ans, mais il ne peut pas en être propriétaire. Voilà. Et ça, c'est des lois qui existent ailleurs. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit gênée pour prendre les mêmes lois. C'est ça, c'est le problème de la terre qui fait problème. Même quelquefois, l'État dit la terre appartient à l'État. Mais il se voit obligé d'apurer ce qu'ils appellent les droits coutumiers. Mais si vous apurez les droits coutumiers, ça veut dire que l'État n'appartient pas à la terre n'appartient pas à l'État. Vous voyez? Donc il faut que l'État reconnaisse que il y a aussi des propriétaires coutumiers de la terre. Mais est-ce que les affrontements qui ont eu lieu ces derniers temps à Zonounia étaient liés à ces problèmes fonciers-là? Souvent, c'est la base. Ce qui vient après, ce ne sont que des prétextes. C'est la question économique, c'est le problème économique sur l'exploitation de la terre. Parce que la terre rapporte. La terre donne un pouvoir économique. C'est cela le fond du problème. Tout le reste, quelquefois, ce ne sont que ce que nous, les historiens, nous appelons le casus belli, c'est-à-dire le prétexte qui provoque l'affrontement. Mais le fond du problème, c'est souvent un problème économique, c'est un problème sur la terre. C'est ça qui fait problème en Côte d'Ivoire. Alors, honorable, on sait que le gouvernement et les autorités ont parcouru tout le pays après la crise pour prôner un message de paix. Et malgré cela, l'ouest de la Côte d'Ivoire continue d'être en proie à certaines violences. Est-ce que vous pensez que ce message n'a pas été perçu par les populations, ou bien vous rejoignez le professeur avec cette question de titres fonciers qui continue de demeurer dans cette partie de la Côte d'Ivoire? Eh bien, je me vois appuyer le professeur parce que la terre nourrit. La terre nous porte. Et si le problème foncier n'est pas résolu, c'est comme si nous prêchons dans le désert. C'est une réalité. Si le lopin de terre que les populations de l'Ouest ont part comme ça, sans qu'il y ait quelque chose qui puisse leur permettre de survivre
Mais lorsqu'on n'a rien pour survivre, il faut bien qu'on se batte pour survivre. Alors, honorable, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Marietou Koné, affirmait récemment que le président de la République, Alassane Ouattara, dès son arrivée au pouvoir, a mis au cœur de ses priorités de sa gestion la cohésion sociale et le vivre ensemble. Est-ce le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est le cas pour... Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'Abobo Baoulé. Oui, c'est le cas pour l'Ivoirien lambda. L'Ivoirien politique, ce n'est pas le cas. Parce qu'il en use pour faire sa politique. Mais pour l'Ivoirien normal, c'est le cas. Vous verrez dans une école, c'est rare qu'un enfant demanderait à l'autre, tu viens de quel village? C'est son camarade, il joue avec lui. Et c'est comme ça que nous vivons en Côte d'Ivoire. Donc c'est bien, tout ce que le président a dit, c'est bien. Tous ces mots que nous disons, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que le politique fasse autre chose avec. Donc selon vous, c'est un problème politique? C'est un problème politique. C'est un problème politique. C'est un problème d'intérêt personnel, je dirais. Alors, parlons toujours de cohésion sociale. Et on sait que la Côte d'Ivoire s'est inspirée de l'Afrique du Sud pour résoudre certains conflits aujourd'hui. Les sources et les causes de ces conflits-là sont encore vivaces. Est-ce qu'il y a une possibilité de rétablir véritablement la justice, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est possible de rétablir la justice. Ce ne serait pas facile, Comment? Mais c'est possible. C'est possible si nous retournons à nos sources, si nous faisons recours à nos sources africaines, si nous faisons recours à notre manière de vivre avant toutes ces choses, si nous faisons recours à notre propre histoire, à la manière dont nous nous sommes installés, à la manière dont nous avons tissé des liens avec les autres peuples qui sont en Côte d'Ivoire. Si nous allons dans ce sens, alors nous pouvons résoudre notre crise sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Professeur, vous êtes d'avis, il faut forcément un retour aux sources pour résoudre les problèmes de crise en Côte d'Ivoire? Mais absolument. Vous savez, quelquefois, les politiques signent des papiers, ils prennent des engagements. Mais est-ce qu'ils les respectent toujours? Ils ne les respectent pas toujours. Or, dans nos traditions, il y a des rites qui obligent les gens à respecter la parole donnée. Ah oui, il y a des rites. Quand tu jures de respecter ta parole, mais tu dis que si je n'ai pas respecté cette parole-là, mais que je meurs, que tous les malheurs s'abattent sur moi. Est-ce que quand les politiciens prennent des engagements, ils jurent de cette façon-là? Ils ne jurent pas de cette façon. Même quelquefois, quand les papiers sont signés, pour eux, ce ne sont que des papiers qui ont été signés. Ça ne va pas plus loin. Vous voyez? Donc, nos traditions ont des mécanismes qui obligent les gens à respecter la parole donnée. Souvent, même nos ancêtres allaient plus loin. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas faire cela, mais ils allaient plus loin. Quelquefois, ça allait même jusqu'à des sacrifices humains donnés de part et d'autre, de parents, de ceux qui prennent un engagement, pour qu'ils respectent l'engagement. Ça, c'est très important. Ce qu'on appelle les alliances ethniques. Mais souvent, à la base, au départ, il y a eu d'abord un conflit. Et maintenant, comme on ne peut pas demeurer permanemment dans un conflit, on prend un engagement. Et les partis, les deux partis, les différentes parties, donnent un parent qui est quelquefois sacrifié. C'est terrible, mais c'était comme ça. Vous voyez, c'est terrible, mais c'était comme ça. Et ainsi, les gens respectaient leur engagement. On a décidé d'aller à la cohésion sociale. Nous voulons être une nation, ce qui est juste. Évidemment, une nation se construit. Mais si elle se construit sur la base de la cohésion, il faut qu'alors les gens mettent en avant l'intérêt national. Voilà. Parce qu'à l'intérieur de la nation, vous avez différents intérêts que je peux appeler un peu des intérêts d'éléments, des intérêts locaux. Mais il faut que, pour ce qui concerne l'intérêt national, tous les intérêts locaux se taisent. Alors, en un mot, c'est sur quoi on doit mettre l'accent? Nous devons mettre l'accent sur l'intérêt national. Quand un problème est posé, quel est l'intérêt national? Au niveau du pouvoir politique, quel est l'intérêt national? Au niveau du pouvoir économique, quel est l'intérêt national? Même au niveau de la culture, quel est l'intérêt national? C'est cela. Même au niveau, par exemple, de la langue, de nos langues, est-ce que nous faisons la promotion de nos langues? La langue française est très belle. Moi, j'aime parler français. Mais est-ce que nos langues font l'objet d'enseignement? Moi, je disais qu'il faut que dans chaque région, si par exemple on a un pays Kroumen, les enfants qui se trouvent, mais qu'ils apprennent Kroumen.
Si on est un pays Tchembara, c'est une fois Tchembara de la région de Korogo, les enfants qui s'y trouvent, si moi mon enfant s'y trouve, bien que je sois un mélange de Wotile, d'Agné, de Zema, mais mon enfant va apprendre c'est nouveau, Tchembara. Et les manuels existent. Ah oui, qu'on ne vienne pas. Les manuels existent. L'Institut de linguistique appliquée a fait un travail fantastique. Les manuels existent. Puis toutes les langues en Côte d'Ivoire, les manuels existent. Donc il suffit de les utiliser. Mais ça demande aussi de la volonté politique. Sans la volonté politique, on ne peut rien faire. C'est qui revient à un retour aux sources. Ah oui, absolument. Alors, honorable, je me tourne vers vous. On ne saurait parler de règlement de conflit sans associer la tradition. Mais comment, selon vous, peut-on associer la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui a bien évidemment un rôle à jouer dans ce processus-là? La Chambre des chefs et rois traditionnels doit d'abord se départir de la politique et regarder, comme disait le professeur, l'intérêt national. Ils sont des chefs et rois traditionnels, comme le texte le dit. Ils ont tout un peuple qu'ils dirigent. Ils connaissent les us et coutumes de ces peuples. Ils savent comment les règlements se font dans ces peuples. Et ils ont vu que ces règlements qui se font dans ces peuples, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de belligérance. C'est par le dialogue. Et ce dialogue aboutit toujours. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons depuis nos ancêtres, des relations avec d'autres peuples. Nous avons aujourd'hui des liens de fraternité très forts avec les autres peuples. Pourquoi est-ce qu'on n'exploiterait pas notre propre science? Nous l'avons. Exploitons-la. Et quelle est cette science? Cette science de l'Africain, je dirais. Cette science de l'Africain, comme disent les Européens, notre abrapalab, où nous ne nous battons pas, nous parlons et nous trouvons solution à nos problèmes. Est-ce que la plaisanterie apparentée n'est pas aussi une solution, certainement, en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr. Bien sûr. Mais plaisanter fait partie même de la vie. C'est d'abord la bonne humeur. Plaisanter. Et ça nous fait vivre. Évidemment. Mais plaisanter, c'est l'une des meilleures manières de faire passer le message. Et que l'autre comprenne que ce qu'il dit, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la mort. Est-ce que vous, en tant que chef, vous avez pensé à pouvoir intégrer ça dans vos manières de règlement de conflit? Et je vous disais tout à l'heure qu'Abo Balé ne connaît pas ces problèmes. Abo Balé, que vous soyez sénoufo, que vous soyez même hors de la Côte d'Ivoire, vous avez un souci, que ce soit avec quelqu'un d'Abo Balé ou que ce soit quelqu'un qui n'est pas d'Abo Balé, le jugement est le même pour tous. Évidemment. Alors, la Côte d'Ivoire est constituée d'une 60aine d'ethnies environ. Le pays est depuis longtemps considéré comme une terre d'accueil. Selon vous, comment peut-on établir un cadre d'échange ouvert et neutre pour les différentes franges de la société afin de créer un cadre de dialogue inclusif? Professeur. Vous savez, les mariages de personnes de différentes ethnies, ça s'est toujours fait en Côte d'Ivoire. La meilleure façon de rapprocher des ethnies, des peuples, c'est le mariage. Ça va vous étonner, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il suffit seulement de regarder souvent les annonces funéraires. Quand vous prenez les annonces funéraires en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous constatez? Celui qui est décédé là, vous voyez que, soit s'il est malinqué, il a des parents à Caen, il a des parents qui sont Krou, Oué ou Bété, etc. On voit ça dans les annonces funéraires. Ça vient d'où? Mais ça vient souvent des liens familiaux, mais qui sont liés au mariage. Même en Europe, quand les Européens faisaient les guerres, les royaumes faisaient les guerres, comment ils réglaient les problèmes? Mais c'est à travers les mariages princiers. Donc, les mariages se font en Côte d'Ivoire. Chaque fois que vous allez dans les mairies un peu partout, vous voyez que les couples qui se forment sont des personnes qui sont de différentes origines. Mais très souvent, je vous le dis, nos conflits sont des conflits de pouvoir. Il faut qu'on se dise la vérité. Tant qu'on ne met pas l'accent pour voir que c'est des conflits de pouvoir, de gestion du pouvoir, d'accès au pouvoir suprême, qui est le pouvoir présidentiel, c'est ça qui fait problème. Sinon, au niveau des personnes, comme l'a dit le chef, mais on se rend compte qu'au niveau des personnes, de leur vécu quotidien, ça ne pose pas de problème. Moi, mon meilleur ami, quand j'étais étudiant, mon meilleur ami, on l'appelle Touré Abou. Il est de la région de Boundiali, du village de Kolia. Vous comprenez? Mais donc, c'est cela. Donc, c'est une affaire d'abord politique. Il faut qu'on pose le problème pour avoir une idée claire et chercher à le résoudre. Ce sont les dissensions politiques qui souvent s'étendent à nos populations. Voilà, c'est ça le problème. Alors, honorable, vous êtes d'avis avec lui pour régler pour trouver un cadre d'échange ouvert et neutre pour les différentes franges de la société et créer un dialogue inclusif.
votre modèle à vous? Bien sûr. Et comme a souligné tout à l'heure le professeur, la famille est la base de la société. Et si la famille que nous créons, ce n'est pas une famille d'une même ethnie, à ce moment-là, vous avez déjà votre pied dans l'autre groupe ethnique, qui fait que dans l'autre groupe ethnique, vous êtes le beau, et vous avez des devoirs envers l'autre ethnie, tout comme eux aussi ont des devoirs envers vous. Le devoir de respect, le devoir d'entraide. Vous comprenez déjà que la base de la société, c'est la famille. Si la famille n'a pas de restrictions pour se composer, mais nous avons déjà la solution à notre problème. Mais en plus, si nous établissons des règles en tenant compte de cette famille et des liens que nous avons avec les autres, ben, ces liens dépassent déjà les lois que nous avons. Mais malgré ce brassage, malgré ces unions et autres de différentes ethnies, ça n'empêche pas quand même de voir certaines tensions dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est normal, madame. La langue et la bouche et les dents font toujours pas là, mais sont toujours ensemble. Les problèmes existeront, nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes existeront, mais seront vite résolus et seront moins graves. C'est surtout ça. Dans l'histoire de tout peuple, il y a toujours eu des dissensions, il y a toujours eu des problèmes. Absolument. Mais ces problèmes ne sont pas restés là éternellement. Ces problèmes ont trouvé solution. Mais nous avons les mécanismes en Afrique. Nous avons les mécanismes en Côte d'Ivoire. L'histoire des Toupaya en Côte d'Ivoire. Mais ça existe bel et bien. C'est appliqué quand vous allez dans nos villages. Hors d'Abidjan, c'est appliqué. Mais Abidjan, comme c'est une ville économique et tout le monde court pour chercher quelque chose, des fois on fait fi de cela. Mais retournons à nos sources. Faisons recours à nos sources. Moi, j'ai dit, si nous faisons recours à nos sources, nous allons trouver solution à tout cela. Le problème des terres qui se pose à l'ouest, c'est un problème qui peut se résoudre. Asseyons-nous, parlons, établissons les liens des territoires que nous avons, les territoires coutumiers que nous avons, établissons les liens. Et puis, donnons à nos frères qui sont venus, comme disait le professeur, avec des règles bien précises. Est-ce que la société moderne n'est pas quelque part un frein à notre manière de vivre? Il y a un écrivain africain qui dit que la ville est un grand fleuve où si vous ne savez pas vous prendre, vous êtes perdu. Et c'est ça la modernité chez nous malheureusement. Être moderne ne veut pas dire qu'on se réunit. Être moderne ne veut pas dire qu'on n'est plus ivoirien, qu'on n'est plus ébrié, qu'on n'est plus attié, qu'on n'est plus ani, qu'on n'est plus... C'est nous faux. On peut être moderne tout en gardant notre culture. On peut même moderniser notre culture. Voir à l'intérieur de notre culture des choses qu'on peut enlever ou parfaire. D'ailleurs, la perfection n'est pas du monde. Nous essayons tous d'aller vers la perfection. Cela veut dire que dans nos traditions, tout n'est pas aussi correct. Il y a des choses qu'il faut corriger. Nous pouvons les corriger, mais pas le dialogue, en nous appuyant sur ce que nous avons déjà comme us et coutumes. Alors pour terminer, honorable, le vivre ensemble est-il possible en Côte d'Ivoire? Oui. Le vivre ensemble a été toujours possible et sera toujours possible en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, professeur, vous, le vivre ensemble, votre avis? En fait, le vivre ensemble, on le vit quotidiennement. Les voisins, les gens qui sont voisins, est-ce qu'ils sont de la même région? Est-ce qu'ils parlent la même langue? Non, pas forcément, mais pourtant ils sont ensemble et ils sont solidaires. Il suffit quelquefois qu'il y ait un problème dans un quartier, vous allez voir, dès que quelqu'un du quartier meurt, tous ceux qui sont dans le quartier cotisent. Je vous ajoute, professeur, si bien que nous disons, mon voisin est mon premier frère. Voilà. Voilà, mon premier parent. Donc, cette cohésion-là, elle se fait déjà. Les populations vivent cela au quotidien, ça ne pose pas de problème. Même au niveau des enfants, aujourd'hui, on a du mal à demander à un enfant, tu es de quelle ethnie? Il ne sait pas, il ne pourra pas vous répondre. Il ne pourra pas vous répondre. Et c'est un problème au niveau des grandes personnes. Voilà. Mais surtout au niveau des politiques. C'est ça le problème. Même quand ils disent qu'ils vont vers les populations pour la cohésion, ils doivent commencer par eux-mêmes d'abord. Le problème de la cohésion commence par les politiques. Or, c'est eux les leaders. C'est eux qui sont la locomotive. Les wagons, c'est un peu comme la population. C'est là où la locomotive s'en va que les wagons suivent. Si eux, ils mettent l'intérêt national en avant, mais la population, les wagons vont suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons nos autorités qui prônent la paix et la cohésion sociale à travers tout le pays. Hein. Tout à l'heure, je le disais. Madame, il y a le discours, il y a le vécu. Absolument. Il y a le discours, il y a le vécu.
Et comme dit le professeur, c'est bien de faire toutes ces caravanes. C'est bien, c'est déjà une très bonne chose. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et je crois que c'est une chance pour nous, en Côte d'Ivoire, d'avoir la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il faut que nous arrivions à codifier nos règles. Pourquoi est-ce que nous voulons vivre comme les autres peuples qui ne sont pas de chez nous? Pourquoi? Alors que nous avons nos manières de vivre, nous avons nos manières de faire. Pourquoi est-ce que nous voulons copier les autres, croyant qu'ils sont meilleurs à nous? Il y a eu la civilisation égyptienne, nous. Ça ne nous dit rien, nous. L'Égypte est où? C'est en Afrique. C'est pas ailleurs. Ils ont vécu. Aujourd'hui, les grands mathématiciens, les grands urbanistes cherchent encore comment avoir le calcul pour construire une pyramide. Mais c'est en Afrique. Pourquoi on va chercher ailleurs? Et ça sera votre dernier mot? Mon dernier mot, je demande à nos autorités d'aller plus loin. Comme disent les magistrats, allons dans le fond du problème. Regardons le fond. Et dans le fond, regardons sans état d'âme. Nous trouverons la solution à notre problème. Merci, honorable. Alors, professeur, votre dernier mot rapidement. Mon dernier mot, ce sera une proposition. Vous savez, en Afrique, c'est tous les groupes ethniques et les systèmes de gestion du pouvoir qui ont été mis en place. Tout le monde participe à la gestion du pouvoir. Il n'y a pas des gens qui sont exclus de la gestion du pouvoir. Il faut qu'on mette en place un système qui fait en sorte que tous les pouvoirs, tous les groupements politiques, tous les partis politiques participent à la gestion du pouvoir. Malheureusement, c'est quand il y a crise qu'on met en place un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de transition. Non, il faut que cela soit prévu déjà dans la Constitution. Merci, professeur. Voilà. Merci. Merci à tous deux d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle, nous étions en compagnie de Yobo Nampé Clotaire, chef du village adjoint d'Abobo Baoulé. Merci d'être venu sur ce plateau. Également, nous avions le professeur titulaire Alou Kwame René, professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci à tous deux d'être venus pour ce débat. Et voilà, c'est la fin de ce Talk Afrique consacré à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Merci à tous de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur nos antennes.